Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Bastien. Je vais vous parler aujourd'hui de To Patch or Not To Patch. Donc on verra après ce que ça veut dire. On va plutôt commencer par une histoire. Une petite histoire de... Vous entendez? Oui. Je vais commencer donc par une histoire de vélo. Donc vous êtes tranquillement en train de rouler sur cette route-là ou une autre, ou peu importe, quand une crevaison arrive. Donc une crevaison, c'est un problème que tout le monde a déjà rencontré une fois, et c'est un problème qui peut avoir plusieurs solutions. Donc par exemple, si vous êtes sur le trajet pour aller chercher votre enfant à la crèche, ou à l'école, ou peu importe, en fait, vous êtes attendu, mais vous n'êtes pas très loin, et puis ils sont capables de le garder un quart d'heure de plus. Potentiellement, vous marchez à côté du vélo, vous êtes tranquille, tout va bien. Si vous n'êtes pas à un quart d'heure, mais vous êtes à une heure, vous dites je ne vais peut-être pas pousser trop le vélo, ça va devenir un petit peu long. Je vais prendre ma rustine, je vais fixer le problème, et du coup, je vais pouvoir aller un peu plus vite. Donc, je vais prendre quelques minutes pour réparer, et ensuite, je vais pouvoir aller plus vite. Si vous allez vers une course, donc du coup, vous êtes pressé, et après, derrière, votre vélo a besoin de beaucoup fonctionner, vous allez non seulement mettre la rustine, vous allez vérifier qu'il n'y a pas de crevaison lente pour être sûr de ne pas avoir de problème pendant la course. Du coup, ça va prendre plus longtemps, mais vous êtes un peu plus d'assurance qu'après, il n'y aura pas de problème. Si vous êtes un gros enfoiré, vous mettez les épines d'un côté et vous passerez de l'autre pendant la course. Si vous êtes en ville, vous pouvez prendre un nouveau Vélib, vous pouvez prendre un taxi. Si vous êtes très pressé, que vous n'en avez rien à faire du vélo, parce que c'est très important, parce que votre enfant est malade, qui vous attend, il va crever, vous en foutez du vélo, vous courez à mort, et puis le vélo, vous allez le jeter derrière, c'est pas grave. Il y a plein de solutions qui sont assez faciles à adopter, parce qu'en fait le problème est compréhensible, et ensuite donc, les solutions sont faciles à envisager, et on comprend assez bien les implications des solutions. Le problème, c'est quand on applique ça au web, les problèmes déjà ne sont pas si facilement à identifier. Il y a plein de personnes qui interviennent. Et ensuite, même les personnes qui ont idée des solutions, déjà ils n'ont pas une idée de toutes les solutions exhaustives, et surtout, ils n'ont pas forcément les conséquences des solutions. Donc on se retrouve avec des solutions qui ne sont pas forcément adaptées. Donc on peut vous dire par exemple, non mais acheter des vélos à Decathlon, c'était débile, je te l'avais dit, on aurait dû le faire nous-mêmes. Donc du coup, on va le refaire nous-mêmes, le vélo. Et puis par hasard, en plus, je vais acheter des roues chez Decathlon, et du coup tu auras nouveau le problème, parce que c'est les roues qui ont crevé, c'est pas le vélo. Vous pouvez vous voir proposer, dire je t'avais dit, on aurait dû prendre un scooter. Bon, allons acheter un scooter, ça vous coûte très cher et c'est beaucoup moins fun qu'un vélo. Donc on peut vous dire, prendre un vélo d'enfant. Donc il y a plein de solutions et qui ne sont pas forcément adaptées. Et après, vous avez dans l'autre sens des professions qui sont surdimensionnées. Donc Chris Froome, pendant la course, pendant la dernière Tour de France, il a crevé pendant la course. Il a commencé à jeter son vélo, il a couru, et à un moment donné, il y a un de ses coéquipiers qui est venu lui donner son vélo. Et même si ça ne s'était pas arrivé, il a le staff derrière qui lui aurait donné un vélo, parce que sur les voitures de secours, il y a des vélos de secours. Donc du coup, il a un vélo de secours. Et là, toujours pareil, dans le web, les autres, ils utilisent des microservices, je vais mettre en place des microservices. Sauf que la manière dont vous pouvez l'implémenter, en fait, le deuxième vélo, au lieu de l'avoir sur la voiture, vous l'avez à côté. Et donc vous roulez sur votre vélo et vous tenez le vélo à côté. Donc en plus d'être ridicule, c'est pas très pratique, et du coup vous allez moins vite avancer. Alors que donc c'est censé vous protéger et vous assurer que quand il y aura un problème, ça va vous aider, mais en fait ça va juste vous ralentir. Et après vous pouvez avoir l'autre solution. Vous mettez la voiture, vous prenez une voiture avec du staff qui met le vélo dessus. Donc du coup, vous gérez du personnel, vous avez les réunions pour gérer le personnel, vous faites quoi? Vous n'allez pas pouvoir rouler la nuit ou pendant que le personnel est en vacances, parce que vous allez faire quoi quand vous allez avoir un problème de vélo? Quand vous allez crever, vous n'aurez pas l'assurance. Vous n'allez quand même pas payer les gens pour ne pas vous en servir. Donc du coup, vous ne roulez plus la nuit, vous ne roulez plus sur les chemins, parce que vous avez mis en place cette structure qui vous empêche de crever. Donc, pour une certaine personne comme Chris Froome, avoir un deuxième vélo, c'est une solution et c'est cohérent parce que lui, il a une course et la moindre minute perdue, c'est hyper grave. Par contre, nous, dans nos circonstances web, c'est assez rare que le fait de crever à un moment soit suffisamment grave pour qu'on mette en place une telle sur-ingénierie derrière. Donc voilà, je voulais un peu commencer par cet exemple qui montre que les problèmes ont des solutions qui ne sont pas forcément bonnes. Et voilà, c'est le web. Bonjour. Donc cette conférence s'appelle To Patch or Not To Patch, et j'ai trouvé cette image de XKCD.
Donc c'est un problème très technique, donc je suis pas sûr que tout le monde va comprendre. Mais en gros, à un moment donné, vous avez une fuite de mémoire. Une fuite de mémoire, ça entraîne le serveur qui crache, et donc il faut le redémarrer. Donc vous avez plusieurs solutions. Vous cherchez la cause du... Donc déjà, vous redémarrez, évidemment. Donc vous recherchez la cause du problème, donc il faut investiguer tout le code. Pas sûr que vous avez trouvé. Imaginons que vous avez trouvé. Potentiellement, ça augmente la complexité, parce que c'est pas si facile de ne pas avoir de problème de mémoire. Et derrière, du coup, éventuellement, vous allez apporter la solution. Ou alors, vous vous dites que la fuite mémoire en soi, c'est pas le problème. Ce qui est le problème, c'est que le serveur crache, et le serveur peut cracher si on le redémarre de temps en temps. Donc il suffit de redémarrer le serveur, potentiellement avec un programmateur manuel à l'arrache. La solution, ça met 5 minutes une fois, et l'autre, ça met un temps non maîtrisé. Ce qui est marrant, c'est que le fait que ça redémarre dans 24 heures, tous les 24 heures, ça dépend de la charge courante. Mais potentiellement, si vous êtes dépendant de la charge, avec votre site qui va de plus en plus travailler, ce sera plus tous les 24 heures, ce sera toutes les heures, puis tous les 5 minutes. Relancer un serveur tous les 5 minutes, ce n'est pas une solution. Donc là se posera le problème de régler le problème initial. Et le problème initial, ça se trouve entre-temps, vous aurez changé la stack technique, ou le besoin aura changé. Donc en fait, le problème initial, ça ne sert à rien de le résoudre, et ce n'est pas nécessaire de répondre les 10 heures. La vie de tous les jours dans les projets web. D'ailleurs, on me dit souvent, oui, mais moi j'ai envie de faire du joli code. Ça tombe bien, c'est le nom de ma société. Mais qu'est-ce que c'est que du joli code? En fait, du joli code, donc c'est le truc en bas à droite, on ne sait pas comment faire. On sait comment coder vite, ou coder à peu près correctement en fonction du bien. Est-ce que ça suffit? Oui, mais de toute manière, à un moment donné, quelque chose va changer, et de toute manière, on va toujours on va recommencer. Donc, le joli code pour le joli code, on ne sait pas ce que c'est. Quand on nous fait une demande, donc c'est tout à l'heure l'estimation du problème, on dit, ouais, bien sûr, ça va prendre 5 minutes. Oh là là, oula, oula. En fait, je ne sais pas comment ça résout. Notre quotidien. Encore une slide sur la complexité. Là, c'est Dilbert, super. Je ne sais pas si vous connaissez. Qui dit on a perdu notre nouveau développeur, pas de problème, on va prendre un nouveau. Faut tout recommencer parce que le nouveau développeur, il n'est pas d'accord avec les anciens choix, il faut recommencer. Pareil, problème de motivation. Une grosse différence entre vous êtes sur un projet client où tout prend au minimum une semaine et vous êtes en hackathon, tout se fait en 2 heures. Donc j'ai beaucoup parlé de webcomics. Les webcomics, c'est la base. Si vous lisez des XKCD, commit strip ou quoi que ce soit, vous serez de base sensibilisé à ma conférence. Et tout ce que je vais dire, c'est vraiment génial, participez. Donc je m'appelle Bastien, je travaille chez Joli Code et je suis pompier du code. Donc ça ne veut pas dire que je code bien, au contraire. Ça veut dire que je suis très très entraîné et je fais beaucoup de prévention. Parce que l'extinction, c'est quand même qu'une toute petite partie. Le postulat des pompiers, c'est que si on est bien entraîné et qu'on travaille avec une équipe entraînée et au fait de comment ne pas avoir un incendie, et qu'on sensibilise le client à comment ne pas avoir un incendie, en fait, il y a de fortes chances qu'on n'ait pas d'incendie. En fait, c'est une prophétie autoréalisatrice. Donc aujourd'hui, j'ai fait beaucoup d'entraînement et je suis ici pour la prévention. J'essaie de vous parler de la dette technique. Donc la dette technique, qu'est-ce que c'est? C'est Ward Cunningham qui a avancé ça il y a très longtemps pour expliquer aux managers, via des termes, donc la dette financière qu'on connaît tous, les impacts des choix techniques. Donc la définition officielle, c'est quand on code au plus vite et de manière non optimale, on contracte une dette technique que l'on rembourse tout au long de la vie du projet, sous forme de temps de développement de plus en plus long et des bugs de plus en plus fréquents. Donc une traduction pourrait être: la dette technique est un emprunt sur la qualité. Elle est donc utile car elle permet de faire avancer sur le projet plus vite à court terme. Elle devient problématique quand le coût de développement d'une fonctionnalité devient supérieur à ce qu'elle peut rapporter. Et évidemment, ça gonfle tout le monde. Donc du coup, un petit graphique que j'ai repris d'une autre conférence. Donc la dette technique qui augmente, le temps du projet qui augmente. Donc déjà, on voit la courbe bleue, c'est l'optimal. Donc déjà, vous voyez qu'elle augmente forcément. On verra pourquoi. Et à un moment, vous dites, ouais, mais là, je vais faire un petit patch. Premier petit patch, ça commence à augmenter. Deuxième petit patch, hop, ça augmente. Et au fur et à mesure, on n'est plus sur une courbe linéaire, on est sur une courbe exponentielle. Et à la fin, on n'est plus capable de faire quoi que ce soit parce qu'avec des empilements de patch, vous n'êtes plus capable de recoder. Donc l'intérêt, c'est ce qu'il faut faire, c'est potentiellement, vous faites un petit patch. Derrière, vous essayez de corriger le problème en essayant de vous rapprocher le plus possible de la ligne bleue d'en dessous. Donc la dette est inévitable parce qu'en fait, on vient de le voir, c'est impossible de faire du compte parfait. Et si on n'était pas capable de faire du code parfait, ce serait trop cher payé parce qu'en fait, la dette technique, comme c'est obligatoire, c'est toujours est-ce que c'est suffisamment grave pour que qu'on ne le fasse pas? Et en fait, on joue tout le temps sur cette ligne. Et en fait, tout est dans la communication entre c'est très grave, il ne faut absolument pas le faire, ou c'est très grave, mais oui, on peut le faire. Et cette petite
finesse, ça sous-entend qu'il faut savoir communiquer, qu'il faut savoir être compris, et c'est très très difficile. En plus, donc elle est inévitable parce que le code, il y a une sédimentation naturelle du code. Donc, avec le temps qui avance, les versions du framework, l'obsolescence normale, les versions de PHP changent. Vous utilisez Gulp et puis maintenant il y a Webpack, enfin, plein de choses qui peuvent changer. Donc les besoins changent et les équipes changent. Donc les SOA initiaux font que derrière ça change. Donc la dette est également nécessaire dans le sens où comme elle est inévitable, donc on a dit potentiellement ne pas en contracter, c'est du zèle qualitatif. Et donc il faut savoir juger cette petite barrière. Mais au final, il ne faut jamais oublier que c'est le fonctionnel. Enfin, c'est le fait que le site fonctionne qui paye les développeurs. Donc du coup, le fait que le site fonctionne est la priorité. Et ça, beaucoup de techniciens l'oublient. Donc voilà. Ensuite, ça c'est une excellente hardcore, une commit strip, qui montre que il y a une demande qui arrive, on la peut décoder, on la fait vite parce qu'on a ça dans sa sortie. C'est sorti, oui, on va faire une refactoring. On lance le refactoring, mais il y a une nouvelle demande. Et c'est comme ça qu'on a dette technique et qu'au final, votre projet est à refaire. Donc ça, c'est 3 slides chiantes, je suis désolé. J'ai pas réussi à trouver comment rendre ça propre. Donc du coup, des situations qui peuvent vous rappeler quelque chose. Vous ne comprenez pas pourquoi des règles de gestion validées 10 fois reviennent encore et encore. Vous dites, mais attends, on a déjà fixé ce problème, pourquoi ça revient? Pourquoi mon équipe en a vraiment marre et pourquoi elle se barre? Pourquoi c'est impossible de recruter? J'ai un Drupal 6 en prod, quoi faire? Pourquoi, alors que avant tout allait bien, maintenant tout le monde râle? Avant, tiens, ça mettait 2 minutes, bien sûr je le fais en 2 minutes, maintenant, oulala, ça met 2 mois. Donc ça, on vient de voir pourquoi. On vous a convaincu que PHP c'était pour les losers, et donc vous avez fait ça en Ruby, Python ou quoi que ce soit, et en fait, ou même en Magento, et vous trouvez plus de ressources pour le maintenir. Donc en fait, vous avez juste du super code que plus personne ne veut maintenir. Parce que les gens qui ont développé préfèrent de loin redévelopper un nouveau site plutôt que maintenir le site. Donc pareil pour du Magento. Ou en site, spécial dédicace pour plusieurs personnes ici présentes. Vous avez eu un Drupal 6 en production que vous avez laissé tomber en marche. Et maintenant, bon courage. Donc les symptômes, c'est les conséquences positives d'un dette technique, c'est que le fonctionnel qui peut sortir plus vite et pour moins cher, parce que du coup vous passez moins de temps, et aussi quand même le petit sentiment de pourquoi, quand je mets de la pression, on me disait à la base c'est 20 jours et on va être capable de faire de 2, vous foutez vraiment de ma gueule les développeurs à sortir 20 jours. Si vous arrivez à faire 2, ben moi je vais toujours faire ça pour que ça me coûte toujours 2. Puis à force de demander 2, je vais demander 1 jour et demi, comme ça avance. Donc ça c'est à court terme. Sur le long terme, on a des bugs à tout va, de la perte de qualité, on a une perte de célérité parce que on va aller de moins en moins vite. Comme la qualité baisse, du coup, le moindre petit changement, comme le code n'est pas factorisé, il va falloir changer là et là et là. On va casser une règle de gestion là, une règle de gestion là. Il faut réparer celle-là. En réparant celle-là, vous cassez celle-là. Et du coup, c'est l'horreur. Du coup, ça saoule tout le monde. Du coup, vous avez des missions et dans l'équipe technique et dans les équipes support. J'ai vu par exemple un site qui, chaque page, mettait 50 secondes à se générer. Donc du coup, vous êtes comme ça. Je dois cliquer. 50 secondes. 50 secondes. Ah, c'est la page présente. Bon, je vais changer de boîte. Donc, difficulté de recrutement, parce qu'au mieux, si vous trouvez le pigeon qui rentre chez vous, il va vite se barrer. Donc, si vous restez, c'est tout jeter, ou, et j'ai déjà vu, fermer la boîte, parce que pour un peu que ce soit une boîte qui repose sur un site ou quoi que ce soit, si vous avez cramé tout votre cache et tout votre temps, vous n'avez plus rien. Donc, petit rappel, les besoins fonctionnels sont plus importants que les besoins techniques dans beaucoup de cas pour payer la boîte. Mais à un moment donné, les besoins techniques vous pénalisant. Donc, du coup, c'est un problématique humain plutôt que technique parce que c'est rarement la technique qui vous tuera. C'est l'humain qui, entre l'humain technique et l'humain fonctionnel, qui a besoin de discuter. Il ne faut pas oublier qu'au final, un développeur, dans un marché comme aujourd'hui, où les développeurs peuvent changer de boîte tous les 15 jours sans problème, parce que il y a quand même une grosse carence de développeurs, on peut quitter le projet sans problème, et voir ailleurs, l'herbe est souvent plus verte ailleurs. Par contre, pour le porteur du projet qui a claqué tous ses sous et tout son temps dedans, c'est potentiellement très critique, parce que il se retrouve avec, il a dépensé 300 000 €, il a du code là, ça ne marche pas, voilà. Donc pour conclure cette partie d'identification de la dette technique, donc ça c'est ma vision personnelle, la dette technique c'est la somme des fonctionnalités qui n'auraient jamais dû voir le jour, plus la dissémination naturelle du code et toutes les mauvaises volontés. Donc allons voir comment on peut travailler sur ces 3 points pour faire en sorte qu'il soit toujours là, parce que c'est obligatoire, mais comment faire en sorte pour que vous le fassiez en connaissance de cause, et donc que du coup les conséquences soient globalement moins graves.
Rentrons donc dans la prévention. Et comme c'est un nouvel chapitre, je vais boire. Donc j'ai dit trop de fonctionnalités. Et alors, je vais faire une deuxième pause. Pendant l'appel à orateur, on m'a demandé de si je pouvais parler de l'impact social et sociétal du web, comment changer le monde, comment il change le monde. Donc du coup, je vais m'en servir comme un exemple. Il y a quelques années, j'ai été approché pour mes sensibilités politiques, par un collaborateur parlementaire qui disait que c'est bizarre qu'on vote on vote on élise, merci, les députés et les sénateurs, pas directement. Et puis derrière, on les laisse faire pendant plusieurs années leur boulot et on n'a pas notre mot à dire dessus. Donc on s'est dit, plutôt critiquer ceux qui font mal, on va essayer d'aider ceux qui font bien. Et donc notamment, on va fonder une plateforme qui va aider ceux qui veulent impliquer les citoyens dans l'élaboration des lois. On va créer une plateforme. Donc ça s'appelle Parlement et Citoyens, ça marche très très bien. Le seul truc, c'est qu'à l'époque, c'était deux mecs dans un bar. Donc pas de budget, mode freestyle, normal. Et le mec il me disait alors le vrai problème d'une plateforme d'agrégation de contenu comme ça, c'est qu'on va se faire troller et en plus c'est politique. Et le député qui a bossé avec nous, il n'a pas envie de se faire défoncer la gueule en essayant de faire les choses bien. Donc c'est hors de question qu'il paraisse mal. Donc du coup on va mettre en place de la modération de contenu. Et là il me sort un cahier des charges. Poum. Alors déjà je vois 50 erreurs dans son truc. Et puis surtout, pour moi, les problématiques de modération de contenu, c'est une problématique quand on a du contenu. Et on n'a pas de contenu quand on n'a pas de site. Donc du coup, je dis, alors, si je te le développe, ça veut dire qu'il faut imaginer tous les scénarios. Donc au lieu de travailler sur des données réelles et des tests utilisateurs, etc., on va travailler sur nos pensées. Donc moi, des pensées et toutes les idées débiles pour tester des entrées, j'en ai... Enfin, je suis très doué. Donc du coup, je vais inventer des scénarios qui seront surcomplexifiés. Donc du coup, on va resetter, on ne va pas pouvoir sortir tant que ce truc-là n'est pas résolu. Donc je dis, bon, fuck it, on ne fait pas de modération de contenu. Au pire, j'ai modifié en base de données directe à l'arrache. 15 mois, le site sort. 15 mois plus tard, toujours pas de modération de contenu. On n'a jamais développé ce truc-là. Au final, on a fait une solution SaaS qui marche très bien, c'est une nouvelle société, blabla. Et là, on a mis une petite modération de contenu et qui est toujours qu'un dixième de la société initiale, du projet initial, alors qu'on vend la solution. Et donc, du coup, il y a plein de gens où on a des vrais trolls. Et au final, le cahier des charges initial, il était surévalué. Le principe, c'est que si je l'avais suivi pour faire ça, moi, ça m'aurait tellement saoulé qu'on n'aurait jamais développé ce truc-là, ou ça aurait cramé tout le temps, ou ça cramé le budget. On aurait eu un coût d'opportunité monstrueux et le projet ne sera jamais sorti. Donc, ce que je veux dire, c'est que les fonctionnalités, on en développe trop, donc c'est le postulat du chapitre. Donc, du coup, plus on rajoute de fonctionnalités potentiellement fictif parce qu'on n'en a pas encore besoin ou le besoin n'est pas encore à Paris, ça crée un effet tunnel, donc du coup ça décale la sortie et du coup on reste de plus en plus dans l'hypothèse, okay, attends, ça fait, on est sorti à 2 mois, ça fait 6 mois, donc maintenant on peut plus se permettre on va en plus rajouter ça parce que maintenant les clients, ils attendent tellement, c'est pour avoir telle fonctionnalité, le site, ça sort jamais. À l'inverse, si on l'avait développé, en plus, ça fait du code qui n'est pas utilisé. Donc, du coup, on a gravé la dette technique. On a créé des contraintes pour le futur. Parce que, mine de rien, mettre en place de la modération, c'est pas si simple. Ça fait un gros workflow, donc ça fait beaucoup de code. Ça démotive les équipes à travailler sur des sujets qui n'existent pas. Et ça empêche de créer de la valeur. Parce qu'en attendant, plutôt que travailler sur la modération, on a travaillé sur plein d'autres sujets et le site a été un succès. Donc, toujours discuter les sujets. Ce qui nous amène à qu'est-ce que c'est qu'un projet terminé qui nous permet d'être en ligne. Donc, de toute manière, il y aura toujours des bugs. Donc, en fait, c'est juste une question de façade et on cache. Donc, c'est toujours commit strip, hein, c'est génial. Donc, évidemment, vous avez vu, je pense que où j'allais revenir, parler d'agilité. Donc, le principe, c'est que vaut mieux passer de petite étape finie en petite étape qui permet d'avancer. Donc, potentiellement, un jour, le 2 roues, ça nous suffit. On ne passera jamais aux 2 roues, à la voiture qui était le projet initial. Donc, par exemple, la modération, on ne va pas la faire. Parce qu'en fait, la moto, ça me va très bien. Et puis, au moment où en fait, j'aurais vraiment envie de passer à la vitesse supérieure, je passerai directement en hélicoptère. C'est quand même vachement plus classe. C'est facile à dire à ça quand on est expert externe comme moi, où du coup, je suis toujours en position de force sur les clients. Mais quand on est le développeur dans un projet, c'est beaucoup plus difficile. Donc, du coup, je vous recommande cette conférence de Thibaut Joannick à Sudweb 2012 qui explique comment vendre la prestation agile à ses clients, donc à ses clients et ses collaborateurs, c'est la même chose. Donc le meilleur code, c'est celui qui n'a jamais besoin d'être écrit, parce que du coup, vous n'avez pas de technique sur des codes qui n'existent pas, donc du coup, l'écrivez pas. Donc ça revient à dire qu'il faut savoir dire non, et donc pour savoir dire non, il faut savoir être
capable d'exprimer ce nom, avoir l'autorisation de le dire, parce que souvent on met une pile de personnes et donc du coup le nom ne remonte pas. Donc du coup la meilleure solution c'est de dire, au lieu de dire non, on va dire pas maintenant, c'est sa version polie. Écoute, tu payes pour 4 personnes, on a 4 personnes, les 4 personnes travaillent sur tel sujet, bah, ce sujet-là, on va le déprioriter pour mettre celui-là, et en fait, tu verras que ta demande où j'ai envie de te dire non, en fait, tu la prioriseras jamais, donc ça sortira jamais. Ça marche très très bien. Tac. Donc ça sous-entend, du coup, ne pas faire un forfait, hein, comme vous n'avez pas compris. Donc ça nous amène du coup au processus de la prise de décision. Parce que du coup, si on est capable de dire non, ça veut dire qu'on a un impact sur la décision de comment ça doit se développer. Donc du coup, il faut mettre en place de la prise de décision. Marie-Cécile de la conférence précédente, je ne sais pas si vous avez vu, elle avait une slide où on montrait un enfant qui se prenait des jets d'eau dans la tête. En fait, il a le choix de se mettre à côté pour ne pas se prendre de l'eau dans la tête. Donc ça, c'est cette slide-là, qui dit qu'une relation client sympa qui vire au cauchemar, ça arrive, mais une relation client de merde qui vire à l'idylle, jamais. Donc c'est Christophe Andrieux qui dit ça. Donc le principe, c'est que, prophétie autorisatrice, si vous êtes dans une situation qui va mal, donc du coup vous acceptez un projet pourri, le projet pourri va vous prendre forcément beaucoup plus de temps parce que ça va mal se passer, etc. Vous allez perdre votre équipe, et comme du coup vous aurez une équipe qui serait moins compétente ou saoulée, ben en fait vous en serez moins à même d'accepter des projets, enfin de gagner des projets cool derrière. Donc si vous acceptez des projets pourris pour le court terme, ben en fait vous aurez du long terme. C'est la dette technique du projet de master. Du coup, toute méthode de gestion de projet qui n'est pas basée sur un échange permanent entre un client et son prestataire est vouée à l'échec. Thibaut Joannick, toujours la même. Ça revient à dire qu'il faut réduire le nombre d'intermédiaires entre le décisionnaire et les techniciens. Donc, par exemple, ce que je fais sur mon projet, j'ai tendance à un peu m'imposer, mais donc du coup, en tant que plus haut niveau technique de projet, j'ai aucun problème d'aller voir le DG à côté pour dire alors. Tu as délégué ça à ton DG, qui a délégué ça à un chef produit, qui a délégué ça à un chef de projet fonctionnel, qui a délégué à un product owner, qui a dans l'agence un chef de projet fonctionnel, qui a un chef de projet technique, des experts et des techniciens. Si le technicien dit quelque chose, il n'y a aucune chance que ça remonte. Ben moi, je suis la personne qui est tout en bas et qui va aller voir le DG qui dit bah, tout cela, ils vous disent de la merde et ça n'écoute pas, donc vous allez faire ça parce que sinon, blablabla. Et en plus, j'arrive à être convaincant. Donc du coup, il faut réduire le nombre d'intermédiaires. En fait, c'est toujours pareil. C'est toc toc. Moi, j'ai tout intérêt à court terme de dire, mais bien sûr, je vais faire. Donc, je vais vous facturer 200 jours de développement pour faire un truc qui ne sera jamais utilisé. Alors que moi, si je veux garder mes développeurs motivés, je ne vais pas accepter à les faire travailler 200 jours sur de la merde. Je préférerais vous dire, bah là, vous me faites de travailler 200 jours parce que le web service il est pourri. Bah, je préfère que vous, monsieur le DG, vous faites pression sur l'autre prestataire pour dire, bah, vous avez dégagé votre web service de merde pour faire un web service correct. Comme ça, moi, ça met 2 jours. L'argent des 198 jours, vous les passez éventuellement de l'autre côté. Mais non, vous mettez 50 jours de l'autre côté, vous gagnez 100 jours, tout le monde est content. Et c'est vachement mieux pour l'avenir. Tous les prestataires intermédiaires, c'est les personnes qui vont dire on ne peut pas se permettre d'eux parce que moi, mon chef, il a dit que, donc du coup, je dois absolument faire. En fait, on crée du zèle à dire, en fait, le décideur potentiellement, il s'en fout, mais lui, il fait ah non, mais non, moi, je m'en fous pas parce que sinon, ça va déplaire à mon chef et donc du coup, on ne va pas faire. Donc, pour moi, la phrase on ne peut pas se permettre d'eux, c'est le warning pour dire toi, tu vas sauter. Donc, la dette technique, plus tu la caches, plus elle est vicieuse. Et en fait, le truc, c'est que je ne dis pas tu vas sauter parce que tu m'emmerdes, oui, mais tu vas sauter parce que tu emmerdes le projet. Et ça, c'est très facile à expliquer aux décideurs. Donc du coup, on réduit. Autre solution, la tolérance aux échecs. Donc c'est la version plus technique de... Donc c'est ce qu'on disait, la tolérance aux échecs, ça revient au mec qui dit je ne peux pas me permettre de ne pas avoir mon vélo, donc je vais en prendre un deuxième. Donc du coup, derrière, tu as 50 autres problèmes qui, eux, sont des vrais problèmes. Tolérance aux échecs, c'est je peux pas... Autre exemple, je ne peux pas permettre que quelqu'un aille en route sur le serveur et du coup puisse faire des erreurs. Donc du coup, je bannis tout le monde à faire route. Donc du coup, je mets des process hyper compliqués, du coup blablabla, et donc du coup, quand il y aura un problème, en fait, il y a une personne qui est capable d'agir, donc le problème va durer plus longtemps. Donc pour un problème hypothétique, on va en avoir d'autres problèmes plus sérieux. Donc l'échec, donc Marie-Cécile car en parlait tout à l'heure, enfin, la notion, comment les personnes vivent l'échec est hyper important dans le recrutement. Est-ce que tu as des échecs? Parle-moi, comment tu l'as adopté, etc. C'est extrêmement important. Parce que quelqu'un qui dit non, moi, les tests, c'est pour ceux qui font pour ceux qui font des bugs. D'accord. Donc toi, tu fais pas de bugs. Ouais. Donc du coup, j'ai pas confiance parce que le jour où tu vas créer un bug, j'ai pas envie que tu sois avec moi. Que je sais pas comment tu vas réagir.
Donc on a vite fait de penser qu'à ses intérêts. Donc comment le client voit. C'est génial, j'adore ce slide. Je crois que c'est pas Trump en bas, et ça il est très ancienne. Bon bref, tout ça, ça fonctionne, no bullshit. Léon peut pas se permettre d'eux, c'est juste quelqu'un qui bullshit pour protéger son poste. C'est de la pure protectionnisme, c'est pas pour le projet, c'est juste pour ne pas me faire défoncer par mon chef. On peut pas se permettre d'eux, et en fait, ça crée la difficulté. Ça s'appelle une prophétie autorisatrice. Donc du coup, si vous voulez pas vous faire bullshiter par les uns les autres, ça revient du coup à savoir comment déjà réduire l'équipe. Et surtout comment faire pour que l'équipe soit stimulée sur votre projet. Donc ça revient par exemple à ne pas développer de trucs pas intéressants, sinon vous n'allez pas être stimulé. Donc stimuler. Donc au départ j'avais écrit culture. La conférence précédente m'a motivé à dire culture empathie. Donc l'empathie c'est très intéressant de dire plutôt que de penser juste à mon projet, mon bug à moi, j'ai peut-être pensé à dire ah non moi j'ai envie de la dette technique. Enfin je vais pas remettre de la dette technique parce que j'ai pas envie de gérer du code de merde. Oui, mais en fait ce qui te paye c'est que le projet avance. Donc accepte. Et à l'inverse, il n'y a pas côté fonctionnalité, le code c'est important, donc c'est très important l'empathie entre les personnes. Du coup, ça sous-entend qu'il faut discuter. Donc du coup, quand on recrute pas forcément sur les compétences techniques pures, mais plus sur les valeurs partagées, parce que j'ai déjà vu des gens qui étaient 50 fois meilleurs que moi en code, mais qui derrière vont proposer du React.js à des personnes qui n'ont fait que du jQuery dans leur vie. Donc c'est bien, mais potentiellement ça va créer un gouffre. Donc c'est peut-être une bonne chose ou une mauvaise chose, mais il faut que les valeurs soient importantes. Si vous embauchez quelqu'un qui travaille de 23h à minuit, alors que toute l'équipe c'est que des papas qui se barrent à 18h, bah, ça crée des problèmes de culture. En fait, tout ce qui est culture et les valeurs, c'est très important, bien plus que l'excellence technique. Donc, l'excellence technique, au passage, ça coûte pas très cher. C'est des personnes comme ma boîte qui sont très faciles à embaucher en prestation, et bien plus facile à embaucher en prestation sur 2 jours. Il y a pas plus de valeur ajoutée que essayer de recruter des experts dans votre boîte. En fait, si vous recrutez des experts dans votre boîte, ils vont devoir justifier le fait d'expertise, ils vont surcomplexifier la plateforme. Donc du coup, les experts, c'est bien à l'extérieur. Donc pour ça, il faut quand même motiver les équipes à être au moins quand même un minimum. Donc du coup, vous pouvez aller à des formations, à des conférences. Vous pouvez par exemple partager ces slides et cette conférence et mon livre. Donc faites de la veille technique, la revue de code, du mentoring et plein d'autres choses qui vous rendent indépendant de tout ça. Attention à la frustration vs projet qui avance. L'acceptation de l'échec, on en reparle. Et passons à la gestion du code. Donc j'adore cette citation d'Anthony Ferrara, ça revient à la question du good code. Il y a 2 types de code, celui qui délivre de la valeur ajoutée fonctionnelle, un métier, et celui qui n'en délivre pas. Vous faites la meilleure code du monde avec un code super organisé sur un truc qui sert à rien, c'est juste du code qui sert à rien, c'est pas du bon code. Théorie de la fenêtre brisée. Donc le principe, si vous êtes sur un projet qui est déjà en jachère, où tout le monde fait n'importe quoi et des copier-coller dans tous les sens, vous n'aurez aucun souci à dire « Ah, bah, je vais en faire un de plus, on s'en fout ». Donc le vandalisme appelle le vandalisme, et donc du coup, par exemple, la vraie truc, c'est que s'il y a une fenêtre cassée, en fait, le truc va vite devenir vandalisé. Si le sol est tout propre et que vous avez les pieds sales, vous allez bien vous les frotter. Alors que si le sol, il y a des traces de pas partout, bah, j'en mets partout. Donc ça, c'est théorie de la fenêtre brisée. Si on tire vers le bas, c'est une spirale et ça sera toujours pourri. A l'inverse, la théorie de la Joconde, que j'ai découverte il y a quelques jours, c'est dans l'autre sens. Vous allez faire du code très très propre qui va dire « Ah, ça c'est les références, donc voilà, on ne peut pas faire ça tout le temps, mais au moins sur une petite partie, c'est comme ça que ça doit fonctionner. » En fait, ça va tirer les gens vers le haut. Vous avez aussi la règle des Boy Scouts, pareil, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, qui dit que, donc Boy Scout, je vais camper, je ne vais pas ajouter des déchets dans la nature, je vais non seulement ne pas mettre de déchets, mais surtout enlever les déchets à côté. Donc pour nous, ça peut remettre documenter une fonction, renommer des variables qui ne veulent rien dire, fixer une typo, documenter, etc. Juste passer 5 minutes de plus à faire que ce soit plus propre. Il faut savoir que les développeurs sont des créatifs, donc à tout type de créatif, il y a de l'ego. Plus souvent, quand on critique une PR, au lieu de... Enfin, une critique du code ou une idée, les gens le prennent personnellement. Et moi qui suis très cash, j'ai beaucoup de mal avec ça, à ne pas fraquer, à faire avec les égos des gens. En même temps, c'est pas très important, enfin je m'en fous. Et donc du coup, les gens, quand tu fais un commentaire sur ce code-là ne sert à rien, ils entendent « tu sers à rien ». Non, c'est juste
juste que ce que ça fait là ne sert à rien, donc on dégage. Et c'est c'est hyper important cette notion d'ego, de dire on est là pour le projet, pas pour le code de Bastien Jariot qui doit être parfait. Donc voilà. À l'inverse, l'ego peut pousser à dire du coup à entraîner la surqualité pour dire moi je fais du code propre, donc je vais en faire beaucoup, donc je fais de la surqualité. L'exemple parfait, c'est déjà vu. Quelqu'un demande à faire une petite landing page à la noix. Donc la personne a développé une intégration continue, le SaaS NPM Webpack. Admettons que c'est moi qui l'ai fait. Bon, c'était pour jouer. Ça veut dire que pour modifier ce truc-là, pour un peu que Webpack a changé, etc., pour modifier mon code, je vais devoir être sûr que toute la stack fonctionne. Donc ça veut dire que la demande où je pourrais juste demander à mon petit cousin de 12 ans d'aller corriger en FTP, de mettre juste 2 mots en HTML dans la page, en fait, tu ne vas pas pouvoir pour ça. Donc en fait, surcoder, ça vous rend indispensable. Et être indispensable, c'est complètement stupide. Être indispensable, ça veut dire que quand vous avez le petit besoin à changer, là où vous pourrez juste en train de dormir ou vous occuper de vos enfants, on va vous appeler « Hey, il faut que je le change, hey, il faut que je le change ». On s'en fout, fais-le. Ah ben non, c'est trop compliqué. Donc du coup, être indispensable, ça sous-entend que vous êtes dépendant, donc c'est très bien. Sur quelques mois ou quelques années, vous allez gagner beaucoup plus parce que vous allez pouvoir négocier votre salaire. Sur le long terme, ça veut dire que plutôt qu'avancer sur des nouveaux projets, parce que vous êtes dispensable, donc on n'a pas besoin de vous, vous pouvez faire autre chose, vous allez passer tout votre temps sur un seul et même projet chiant parce qu'il est ancien. Du coup, vous allez perdre de la valeur, et donc du coup, vous ne voudrez plus rien quand vous serez remis sur le marché, parce qu'un expert sera passé et aura dégagé votre code de merde. Donc du coup, surcoder vous rend indispensable, et être indispensable, c'est vraiment la pire chose du monde. Il faut être pragmatique, et en fait, je me rends compte qu'être dispensable, c'est le meilleur moyen de dire « Vous pensez que j'ai travaillé pour vous ? Ah non, je suis ailleurs. Bisous, au revoir. » Attention, pompier pyromane. Pompier pyromane, c'est quelqu'un qui est pompier comme moi et qui adore. C'est d'ailleurs pour ça qu'il ne faut pas me garder longtemps sur un projet. Moi, mon habitude, c'est de pouvoir pondre des projets, des fonctionnalités que tout le monde met 20 jours, on va le faire en 2 jours. Le problème qui traîne en prod, je vais le fixer tout de suite. Et en fait, c'est un truc, on s'habitue, le petit préreau, de passer pour un truc de « Ah, heureusement qu'il est là, parce que qu'est-ce qu'on ferait sans lui ?» En fait, ça motive le fait de recommencer. Donc plutôt que de mettre en place le fait que ça n'arrive plus, tu vas juste continuer à faire des trucs en 2 jours, etc. pour faire en sorte que tu sois indispensable et pratique. C'est nul, faites pas. Donc, dernière partie, extinction d'incendie. Donc, en fait, il y a 4 slides parce qu'en fait, il n'y a rien à dire. Le principe de l'extinction, donc en fait, on intervient chez les autres plus souvent que chez soi. Parce que quand on est bien éduqué, l'équipe est bien entraînée, si on a appliqué tous les trucs précédents, en fait, on va créer de la dette technique, mais en fait, ce ne sera pas un incendie suffisamment grave pour qu'on puisse arrêter, etc. Parce qu'en fait, vous aurez déjà fixé le problème avant, parce que vous l'avez déjà identifié, donc vous aurez réagi avant que le problème vraiment arrive à l'incendie. Donc du coup, vous aurez des petits départs de flammes, hop, on corrige, on dégage, et voilà. À l'inverse, des gens, je fais, oh, tiens, au départ de flamme, tiens, on va mettre un peu d'essence. Et forcément, ça crée plus tard. Donc du coup, quand vous avez des vrais problèmes, faites un appel à l'extérieur et on corrige. Donc attention au pire du pire du pire que vous pouvez faire. Se dire, ah mais c'est tout pourri, on va tout dégager, on va tout refaire. Donc avant ça, on va balancer encore un petit commit strip. Donc, heureusement que j'ai sponsorise avec leur Kickstarter, parce que sinon j'aurais honte. Donc ça, c'est un vécu. Sur un gros projet il n'y a pas longtemps, c'est genre, ah, ça va mettre 3 mois. Et en fait, 3 ans après, il fait, ah, je viens tout juste de sortir la bêta. Ouh, ça a pris longtemps. Parce qu'au début, c'est super cool de refaire un projet. Donc on va dégager tout l'ancien, on va utiliser le nouvel outil, il y a un scaffolding de malade, les outils, ça génère tout seul. Donc je vais pouvoir faire 20% en 20% du temps, je vais pouvoir faire 80% de l'ancien site. Super. Et après, tu vas rentrer dans le mineur pour dire toutes les règles de gestion qui fonctionnent, tu n'as rien à faire parce qu'elles fonctionnent. Il va falloir toutes les réapprendre, toutes les débugger, et ça va être super long. Je vais faire de l'archéologie sur des trucs que personne n'a envie de travailler. Donc c'est ça qui décale vraiment les refontes. Donc tout refaire est une énorme mauvaise idée. Donc après, c'est juste en WordPress, vous le dégagez, vous recommencez, vous en foutez. Vous appelez Cybercité pour refondre des URL et voilà. Donc refaire la toute zéro, c'est vraiment la loose. Plus ça prend toujours plus de temps, c'est pas marrant parce qu'en fait le temps que votre projet sorte, vous êtes déjà, donc il n'est pas encore sorti, vous êtes déjà dans la dette technique du site qui n'est pas sorti. Ou potentiellement on l'a sorti il n'y a pas longtemps. Genre un projet. Ah mais j'en ai déjà marre de cette charte graphique, alors que le site n'était même pas sorti.
Ça faisait tellement longtemps qu'ils travaillaient sur la nouvelle charte graphique qu'ils en avaient déjà marre de la nouvelle charte graphique. Donc voilà, évitez de faire des projets trop longs. Règle des 80-20, c'est toujours le cas. N'oubliez pas que tout projet informatique sérieux commence par la critique systématique de tout ce qui a été fait précédemment. Ça marche tout le temps, 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 tout le temps. Donc du coup, ce qu'il faut faire, c'est ne jamais tout refaire et surtout pas aller voir le code précédent. Le but, c'est de dire le code précédent, c'est ce qu'il est, on le garde. Et on va juste dire, là on a envie d'avancer, c'est des autres trucs. Donc on va garder donc les 20% chiants, on va les garder. Tout ce qui fonctionne, on va faire de nouveaux trucs à côté. Il y aura des ponts entre les deux, on ne touche pas ce qui fonctionne. Et du coup, on peut déployer rapidement. Je vais juste, cette page-là, je vais la mettre à jour. Donc sur un gros site, il n'y a pas longtemps, on a changé la page contact. Donc tu as tout le site qui fonctionne dans l'ancien site. Le nouveau site, il y a juste la page contact. Mais au moins, on sait que la nouvelle plateforme est fonctionnelle en prod, que ça fonctionne. Et après, on a décalé la page accueil, puis on commence à décaler, etc. au fur et à mesure. Et au final, ce projet-là, on s'est rendu compte que la boîte s'est fait racheter, donc on n'a rien à carrer du site. Mais au moins, on n'était pas lancé dans un code qui était abandonné, on a du code qui est toujours été en prod, et au moins, on a l'impression d'avoir fait quelque chose. Donc toujours pareil, la difficulté du coup c'est d'étudier comment on fait tout ça. Pareil, c'est plus facile d'avoir de l'aide extérieure des gens dont c'est le métier. Donc chaque situation est différente, faites-vous conseiller. L'ennemi de la dette technique, c'est le pragmatisme. Donc ça c'est ma conclusion il y a quelques années. Donc maintenant, au-delà du pragmatisme, c'est juste de l'honnêteté. Se dire que les on ne peut pas se permettre des je me protège, etc. C'est mon intérêt personnel passe avant l'intérêt du projet. Se rendre compte que l'intérêt personnel avant l'intérêt du projet, c'est bon pour personne sur le moyen long terme. Donc il faut juste être honnête et donc juste échanger pour que ce soit bon. Et l'honnêteté intellectuelle, c'est le plus important. Tout ça pour parler sur mon projet, side project dont je vous ai parlé tout à l'heure, Parlement citoyen. Donc la base de tout ça s'appelle l'open government, en français démocratie ouverte. Donc ça c'est un truc qu'un de mes associés du projet a monté. Donc l'open government se base sur 3 principes. Donc qui est censé régir la gouvernance des États et de la gouvernance en général, qui sont la transparence, la participation et la collaboration. Donc si on peut s'en servir au niveau de l'État, on peut peut-être s'en servir sur ce projet, a fortiori quand c'est simple. Donc du coup, mettez en place dans vos projets de la transparence, donc évitez les boîtes noires de 50 000 prestataires où personne ne se parle, etc. Donc soyez transparents sur ce qui se passe, pourquoi les décisions sont prises, les décisions et les impacts de ce qui se passe. Participez ensemble, donc faites vraiment faire intervenir tout le monde pour que ça fonctionne, et surtout faites-les collaborer pour que les décisions soient prises ensemble. Donc il y aura forcément peut-être un décideur, mais au moins que les décisions soient prises en connaissance de cause, et faites attention aux apparences. Voilà, merci. Et sinon, qui a de la dette technique dans ces projets du coup? Vous êtes tous censés lever la main. Qui connaissait le mot de dette technique? C'est bien. Parce que la dernière fois que j'ai fait cette question, ils étaient 3. Et c'était il y a 4 ans. Donc c'est bien, ça évolue. Des questions? Moment pub, j'ai écrit un livre qui s'appelle La dette technique aux éditions du Train 13h37. Bonjour. Du coup, vous pensez quoi du développement quick and dirty? Quick and dirty. Donc j'ai une slide que j'ai enlevée qui dit que si vous en foutez des bugs, de la scalabilité et du design, tout peut être développé en 2 jours. Le projet Parlement citoyen, j'ai mis 4 jours à le développer. Quand il a été recodé, ça a pris 1 an. Par 3 personnes. C'était vraiment quick and dirty. Il n'y avait pas d'administration. Tous les contenus y arrivaient avec un fichier YAML que j'avais pris un parseur qui crée des données. Et du coup, j'ai pas besoin d'administration, j'ai pas besoin de modération, juste besoin de front. Je dis attends, le stockage a l'air compliqué, je vais utiliser un Drupal, c'est fait pour. Et j'ai tout développé en 4 jours, c'était fini. Twitter Bootstrap. Hop. Ça fonctionnait. Quick and dirty. Et en attendant, du coup, la version qu'on a développée était beaucoup plus classe que les fonctionnalités n'avaient rien à voir avec le truc initial. Donc c'était bien qu'on ait appris avec un MVP. À la picole ?